Bonjour et bienvenue à un tout nouvel épisode du podcast RPM. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et je vous invite à vous installer confortablement parce qu'on va commencer bientôt l'épisode avec Steve Lamontagne. Steve Lamontagne, c'est le vice-président principal exploitation et vente chez Arnois Énergie. Arnois Énergie, c'est une entreprise que vous connaissez sûrement pour les stations-service. On distribue plein de types d'énergie également. On a les dépanneurs proxy aussi. Donc, on va discuter avec le vice-président pour voir un peu justement comment ça se passe dans l'univers de la vente d'énergie comme l'essence. T'sais, on parle de voitures électriques en 2035 pour tous les véhicules neufs. On voit qu'il y a peut-être une diminution à projeter des voitures à essence. Donc, comment on fait pour survivre dans une entreprise qui est un peu vouée à disparaître à quelque part dans l'univers? Et là, je suis curieux d'avoir les réponses d'un quelqu'un qui s'occupe de ça tous les jours et qui surtout va pouvoir nous dire est-ce qu'il va encore avoir de l'essence pour ceux qui aimeraient conserver des véhicules à essence? Donc, on va aller explorer l'univers pétrolier ensemble. J'ai hâte d'en apprendre davantage parce que c'est un domaine qu'on connaît plus ou moins, mais aussi c'est un domaine qui, je pense, va nous donner beaucoup d'indices sur qu'est-ce qui se passe réellement dans les plans de transformation énergétique. Je veux aussi prendre 2 petites secondes pour vous dire que c'est le dernier épisode de la saison 2 du podcast RPM. Ne soyez pas trop tristes comme moi je le suis parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On revient pour une 3e saison. C'est confirmé. Je suis tellement excité de pouvoir continuer à faire le podcast avec vous. On a plein de beaux invités à vous présenter. On a déjà confirmé quelques invités qui vont être assurément... Moi, je pense que ça va être écœurant, donc on va avoir beaucoup de plaisir avec eux. Et ça s'en vient très prochainement. Le podcast prend une pause. Vous êtes habitués, on en sort un par semaine depuis quelques mois maintenant. Donc là, on prend une pause pour la saison estivale. On a des tournages et l'équipe d'RPM n'est pas très grosse, donc il faut faire avec ce qu'on a. Et là, on doit prendre une pause justement là, pour être sûr et certain d'être capable de continuer à fonctionner la machine. Mais on revient très prochainement avec la saison 3. Merci d'être à l'écoute. Merci d'être là. C'est grâce à vous qu'on confirme une 3e saison. Puis je me sens honoré de pouvoir animer ça. Je veux aussi me remercier mes amis d'automobileendirect.com de nous avoir permis de faire la saison 2. Puis moi, je vous dis, accrochez-vous bien, on décolle ça maintenant pour le dernier épisode de la saison 2 du podcast RPM. Sam, j'arrive à ma retraite. Oui. Et je fantasme depuis plusieurs années d'avoir une voiture cabriolet. Quand même chanceux de prendre ta retraite à 28 ans. Oui, je sais, c'est spécial. Hein? C'est spécial. Ça, c'est parce que c'est tous les bons salaires qu'RPM m'a. C'est juste grâce à tout cet argent-là que j'ai placé. Non, mais c'est un personnage, on rappelle. Hein? Oui. Donc, je suis rendu à ma retraite. Je veux une voiture décapotable, un cabriolet, quelque chose qui va me donner des sensations de conduite, qui va... Tu sais, je veux être fier. J'ai envie d'être fier de cette voiture-là. C'est un cadeau que je m'offre. Qu'est-ce que tu me conseilles? Mon budget est illimité. Illimité. Ah, j'ai travaillé fort, je le mérite. Ben oui, c'est bien sûr. On va trouver ça sur le site d'Automobile en direct. On va choisir évidemment la catégorie décapotable ou cabriolet. Ça me semble logique jusqu'à présent. Là. Et déjà, ça nous amène à 52 résultats quand même. Il y en a beaucoup. Bon, évidemment, Ford Mustang, Chevrolet Camaro, BMW Z4, ça m'intéresse. Bon, Jeep Wrangler, c'est peut-être un peu moins ça pour ce que tu veux faire. Pas tout à fait, non. Une série 3, une 328 2007. 195 000 km. C'est peut-être un petit peu plus pour les bas budgets, mais toi, tu veux... tu n'as pas de limite. Je veux être heureux, là, mon véhicule. Je suis prêt à mettre de l'argent. Là. Une Fiat 124 Spider. Ça a l'air de rien, mais c'est une voiture qui était bien le fun, basée sur la Mazda MX-5. MX-5, mais avec un moteur turbo quand même. Oui, c'est ça, un moteur Fiat, 1.4, si ma mémoire est bonne. Bon, évidemment, on a des Mustangs. Des Mustangs, en veux-tu, en veux? Il y en a quand même pas mal. Il y a de l'EcoBoost, pas mal tout de l'EcoBoost. Écoute, moi, je me dis, tant qu'aller pour une Mustang, on irait pour un V8, là, quand même. Tant qu'être là. Ben là, je veux dire... Il y a juste de l'EcoBoost jusqu'à présent. Il y a juste de l'EcoBoost. EcoBoost, c'est correct. Les gens gardent leur V8 là. Ben là, ça a l'air à ça. Fait que, OK, moi, écoute, ça va être une Z4, je pense. Ah oui, hein? S-Drive 30i. J'aurais aimé ça, une M40, là. Ça aurait été le fun avec le 6 en ligne. Ah oui. Mais là, il reste que le 4 cylindres 2 litres, ça marche. Ah oui, hein? Oui, la puissance est bien adaptée. Conduite raffinée aussi. Ouais. C'est quand même pas bel trop intérieur tape à l'œil, aussi. mais ça reste que tu as un logo BMW. C'est prestigieux un peu. Oui, exactement. Puis, pour vrai, c'est une voiture qui se comporte très bien, c'est fiable aussi. Puis, je pense que c'est là qu'on va aller parce que j'aurais bien aimé te mettre dans une Mustang, mais là, franchement, ça prend un V8. Là, tant qu'être là. Ben là. Préférablement manuel. Ben oui. Dans le meilleur des mondes. On rajoute une couche de complexité un peu. Là. Oui. Fait que non, ça va être une BM. On aime ça. C'est bon. Merci beaucoup, Sam. Donc, c'est parti. Salut, Steve. Salut. Quel plaisir de te recevoir au podcast RPM. Ça va super bien, Samuel. Je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui. Je le sais que, puis tu sais, j'aime ça le dire aux gens, on a déjà travaillé ensemble dans le passé, on se connaît un petit peu, puis je trouve ça le fun de pouvoir te rencontrer aujourd'hui parce que
c'est un sujet qui est tellement intéressant de parler d'énergie en général. Tu sais, dans l'automobile, on va parler de voitures électriques, on parle de voitures à essence encore énormément, les hybrides qui sont là-dedans. Il y a des clans qui existent. L'hydrogène qui existe aussi un petit peu. Puis là, on voit toute cette espèce de monde-là qui se côtoie et surtout, personne n'est d'accord avec personne. Et on dirait qu'il n'y a personne qui a une vision de où on s'en va réellement. Tu sais, on a des gouvernements qui vont nous parler de, 2035, c'est un chiffre qu'on entend beaucoup, la fin de la vente des véhicules neufs à essence. On entend beaucoup de transformation énergétique. Mais on parle jamais aux gens qui, eux, distribuent de l'énergie. Puis toi, tu es vice-président, puis je vais bien le dire, je vais lire ma phrase parce que je ne vais pas me tromper. Tu es vice-président principal exploitation et vente chez Arnois Énergie, une entreprise québécoise qui vous êtes spécialisée dans la distribution d'énergie de toutes sortes. Vous faites du pétrole, il y a de l'électrique aussi, vous avez l'hydrogène également. Ouais. Puis j'étais content de t'asseoir aujourd'hui avec moi pour qu'on puisse justement élaborer là-dessus. Puis je vais commencer avec une question choc. OK? On commence en partant. Ça commence fort. Est-ce qu'il va rester de l'essence oui. d'ici 2035? Parce qu'on a vu des gros titres un peu partout. Les médias capotaient là-dessus il y a quelques mois. Il n'y aura plus d'essence en 2035. Puis là, je trouvais ça un peu hasardeux. C'est ça. Il n'y a pas d'inquiétude. Il va y avoir de l'essence encore pendant plusieurs décennies. Sans inquiétude. Tout est en place pour que ça continue. Est-ce que ça serait de se mettre la tête dans le sable de dire que l'électricité ne prend pas de place? C'est pas vrai. Ça s'en vient aussi, mais c'est quoi le plan? Puis quand tu regardes tous les manufacturiers à travers le monde, qu'est-ce qu'ils font là, présentement, les manufacturiers en général? Ils prennent un pas de recul. Ils réévaluent leur situation. Ils se demandent, est-ce qu'on investit? Ford voulait investir, je pense que c'est comme 12 milliards de dollars dans les manufactures. Ils le font probablement pas tout de suite. Pourquoi? Ben pour plein de raisons. Fait que il n'y a pas de stress. Là. Le front page ou le frontispice du Journal de Montréal ou de Québec qui dit « Hey, on n'aura pas d'essence dans nos voitures la semaine prochaine », ça va pas arriver. Donc là, on peut enlever un peu d'inquiétude aux gens qui me disent « Ouais, mais là, je vais-tu acheter une voiture à essence parce que j'aurais plus de valeur de revente, là, mon auto, là, dans 5 ans, il n'y aura plus d'essence de disponible. » Mais disons là, qu'en 2035, il n'y a plus d'essence. Moi, je pense que ta voiture à l'essence, elle ne va pas perdre de la valeur. Elle va en gagner beaucoup. Ah oui? Elle va gagner beaucoup parce que si les manufacturiers ou les concessionnaires ne peuvent plus vendre de voitures à l'essence, moi, là, mon auto à l'essence, là, j'en ai une voiture à l'essence que j'aime, qui fait beaucoup de bruit. Mais Colin, je vais probablement la renouveler une couple d'années avant parce que tu peux pas y avoir des résiduels de voitures à l'essence pendant des décennies. Là. C'est officiel. Ça, c'est comme le mazout. Mon patron, Serge, a un malin plaisir à raconter parce que l'entreprise en ça a été fondée en 1958. Quand son père a fondé ça... Le père à Serge. Le père à Serge, à un moment donné, il a dit à ses enfants, il y a 4 enfants, il a dit... Les enfants allaient à l'université parce qu'il y a zéro avenir dans le monde du pétrole ou des carburants. Aujourd'hui, Arnois est la plus grosse entreprise privée de distribution d'énergie au Canada. Fait qu'il n'y avait vraiment pas d'avenir, mais lui, il basait ça sur un produit qui est le mazout ou le mazout qu'on met dans nos maisons, dans les réservoirs pour réchauffer. Fait que oui, le mazout est en train de disparaître, mais ça, on parle de ça en 1960. Là, ça fait déjà... Ben, je ne veux pas me tromper dans mes chiffres, là, mais ça fait au moins 60, pas 60 ans. En 1960, oui, 60 quelques années. Quand même, je dire. Fait que, tu sais, si on dit ça aujourd'hui, il y en a encore probablement pour 50, 60 ans, je pense. Là. Fait que... Puis c'est le fun parce que j'aime ça que tu fasses le lien avec le mazout parce que ça nous amène justement à la conversation sur l'essence qu'on utilise pour nos voitures. Ouais. Tu sais, le mazout, c'est quelque chose qu'on va disparaître. Effectivement, de plus en plus, même que je me demande s'il en reste vraiment. Oui. Il en reste beaucoup? Oui, il en reste encore. Puis pourquoi le mazout disparaît? Parce qu'il y a tellement de lois restrictives. Si ma fournaise à l'huile brise, je peux pas la remplacer, c'est interdit. Ouais. Je peux pas la faire réparer. J'ai pas le droit d'en vendre. Tu sais, le mazout disparaît parce que il y a des législations qui sont à la limite étranglantes. Sinon, il y aura encore de la place pour le mazout. Là. Il y a des... Puis il faut penser... Là, je vois partout dans ma tête. Non, mais c'est correct. On est là pour ça, c'est un podcast. Il faut penser à la sécurité énergétique. Si demain, tout est électrique, il y a une panne électrique, moi, comment je fais pour partir ma génératrice? Je ne peux pas avoir une génératrice électrique. Il n'y a pas d'électricité. Fait que une génératrice fonctionne avec soit du mazout, soit avec du diesel, soit avec de l'essence. Fait qu'il y a il y a quelque chose derrière tout ça qu'il faut penser à long terme. Là, l'électricité, c'est pas la solution. C'est pas la seule solution. Quand tu vois le milieu de l'essence, justement, on parle du pétrole pour les voitures, je le compare justement au mazout parce que je trouve ça intéressant de faire la corrélation entre les deux. On va mettre plus de lois, justement, de plus en plus sur l'utilisation des voitures. C'est déjà le cas. Là. On en a déjà sur les moteurs de plus grosse cylindrée, les frais de matriculation. Oui, exact. Ouais. On voit déjà que ça augmente. Donc, on peut se dire que la mort de la voiture à essence va se faire, mais peut-être plus
graduellement? Moi, personne m'a dit que la voiture à l'essence allait mourir encore. J'ai pas vu ça nulle part. Là. On dit qu'on va pas pouvoir vendre des voitures à l'essence, mais à Cuba, ils se promènent encore avec des voitures de 1950. Oui, c'est sûr qu'ils n'ont pas les mêmes hivers puis la même carrosserie à vivre. T'as raison, mais oui. Je pense que les mécaniciens vont avoir une job longtemps. OK. Puis cette durabilité-là, tu crois-tu que derrière la mission aussi d'enlever tranquillement cette ressource-là, c'était aussi de se dire, ben on s'en va dans l'énergie propre, là, entre guillemets. Là, on va faire du courant, on va mettre de l'électricité. Penses-tu que la mission derrière ça, comme tu dis, avec la sécurité énergétique qu'on a besoin également, c'est-tu encore viable? C'est une excellente question. C'est-tu encore viable? Moi, je crois pas que l'essence va disparaître d'ici. Là, c'est mon opinion personnelle. Oui, d'ici le prochain siècle, je ne crois pas. Il y a beaucoup trop d'enjeux. Il y a des infrastructures qui ne sont pas encore en place. Tu as des pays où est-ce qu'ils vont chercher le brut dans le sol. Il y a encore des réserves incroyables. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de place. Est-ce que les voitures, puis ça, on le voit d'ailleurs dans nos graphiques, là, les voitures sont de plus en plus efficientes. Fait que qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils ont une voiture qui consomme 10 litres au 100. Une Toyota Corolla, il y a je ne sais pas combien d'années, qui consommait 10 litres au 100. Aujourd'hui, on en consomme 5. Mais la personne, elle n'achète plus une Corolla. Elle achète un RAV4 qui consomme 10 litres au 100. Parce qu'elle est habituée de mettre 20$ de gaz. Elle met 20$ de gaz à chaque semaine. Fait que, tu sais, les gens ont changé leur habitude d'achat. Puis moi, je pense pas que les manufacturiers, si c'était vraiment la mine d'or, le Klondike ou l'Eldorado de l'électricité, tout le monde aurait converti. Même Volvo qui avait promis des choses hyper rapides, de ne plus faire aucune voiture à l'essence. Oups, la stratégie est un peu boiteuse. Là. On repousse un peu dans le temps. Oui. Ce qu'on voit, c'est ça. C'est beaucoup de réajustements. Moi, je trouve ça beaucoup, l'automobile. C'est un peu ma job maintenant. Ouais. Moi, c'est ça. Puis, ce qu'on voit aussi, c'est que les manufacturiers retardent, mais il n'y a personne qui abandonne. Il n'y a personne qui dit c'est fini, là, on ne s'en va pas là-dedans. Même qu'on a plusieurs constructeurs, puis je pense surtout aux Coréens, là, les constructeurs coréens comme Hyundai, Kia, qui continuent de nous amener des nouveaux modèles sur le marché. On a même des modèles comme le EV5 chez Kia qui s'en vient, qui va être exclusif au marché canadien. On a l'air de vouloir mettre de l'énergie beaucoup à travers cette conversion-là vers l'électrique. Parce qu'on va se le dire, oui, c'est le volet écologique, mais il y a aussi le fait que les voitures électriques peuvent être agréables derrière le volant. Là. C'est des genres de produits qu'on peut aimer conduire, qu'on adore. Qu'on adore. C'est vraiment, puis ça peut être extrêmement agréable également. Puis ce qu'on voit, c'est que cette transformation-là se fait encore. Puis moi, je suis curieux de savoir, pour une entreprise comme Arnaud Énergie, notre entreprise québécoise spécialisée dans la distribution d'énergie. Puis ça, j'aime ça. Vous dites ça, vous, chez Arnaud, là, vous distribuez de l'énergie. Comment on va faire un moment donné pour arriver à avoir une solution à ces nouvelles voitures-là qui devraient quand même continuer à prendre plus de place sur le marché? C'est ça qu'on projette quand même. Donc, comment on fait pour s'adapter? On distribue de l'énergie, mais on fabrique de l'hydrogène, by the way. Okay. On a une station au Québec qui est justement ici à Québec sur le boulevard Amel qu'on fabrique de l'hydrogène. D'ailleurs, l'an passé, on a acheté une voiture à l'hydrogène. C'est tellement un fait cocasse. Là, non, mais j'adore. On retourne à comment on fait pour transformer dans 2 secondes. On a une station de service sur le boulevard Amel où on vend de l'hydrogène, où on vend presque rien parce que les voitures qui appartenaient au gouvernement ne sont pas vraiment utilisées. Blablabla, après une chose. Fait que je vais sur Marketplace, puis là, je regarde ça, puis je vois voiture à hydrogène à vendre, un monsieur de Montréal, tel prix. Fait que là, je dis, juste pour le fun, je l'essaye. Fait que là, j'ai acheté la voiture à hydrogène du monsieur qui reste à Montréal. C'est une Mirai, j'imagine? C'est une Mirai, effectivement. C'est une super belle voiture. C'est le seul modèle. Il y a eu le Nexo chez Hyundai, mais c'est pas la même comparaison. Je suis même pas sûr qu'il y en a. Là. Non. Fait que j'achète la Mirai, pas moi, mais je l'achète pour Arnaud Énergie parce qu'on a une station de service. On va faire du marketing un peu, on va la rapper, on va avoir du fun, on va se promener avec. Et quand j'ai appelé le monsieur, il reste à Montréal. Elle a 2000 km. C'est une 2019. Il n'a jamais utilisé son autopresse parce qu'il n'a pas réalisé que la voiture à Montréal, il n'y avait pas de station. Fait que, ça, c'est vraiment cocasse. Fait il était vraiment gentil, le monsieur. On a eu bien du fun. Fait que finalement, il m'a chippé la batterie parce qu'il a enlevé la batterie de la voiture pour l'amener chez eux pour pas que la batterie fonde à jamais et qu'il soit plus capable de faire avec. Fait que la batterie, on l'a emmenée à Québec. Son auto était stationné dans la cour chez sa mère. Toute une histoire. T'es en train de me dire que le char est resté à Québec, mais pas le monsieur. Exactement. Le monsieur reste à Montréal. De mémoire, il reste à l'île Perrault. À l'île Perrault, exactement. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Tu sais, même moi, j'aurais aimé ça en acheter une voiture à l'hydrogène parce que la Mirai, je trouve que c'est une belle bagnole. Oui. Elle a une belle gueule, elle est différente. Mais je reste à Joliette. Je fais ça comment? Ça marche pas. Ça fait que c'est impossible. Mais bref, on a acheté la voiture. Elle ici est installée. On l'a installée à notre... ce qu'on a...
on appelle ça FOB, là, FBO, excusez, à l'aéroport de Québec. Okay, ouais. Fait qu'on voyage des clients avec ça, on l'utilise beaucoup, tu sais, puis on fait du marketing, mais on fait du marketing. C'est bien plus parce qu'on s'est fait plaisir d'acheter une voiture qui est différente. Puis tant qu'à produire de l'hydrogène, on va bien l'utiliser. Puis en plus, on a une fille chez nous qui a un PhD en hydrogène, Catherine Gosselin. Elle fait ça de ses journées chez nous. C'est toute elle qui analyse des nouvelles alternatives. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui s'en vient? Puis pour m'en aller vers ta question, qu'est-ce qui va arriver? Je ne le sais pas. Est-ce que le propane, c'est une solution? Est-ce que le gaz naturel en est une? Est-ce que ce sont deux solutions temporaires ou pour arriver à autre chose? Ça ne sera pas purement électrique. Tu restes aux îles de la Madeleine. Comment ils font l'électricité aux îles de la Madeleine? À partir d'une génératrice qui fonctionne au diesel. Au diesel, oui, c'est ça, j'avais vu. C'est une voiture électrique aux îles de la Madeleine, c'est un peu étrange. Ben, c'est pas très écologique. Là. C'est ça. C'est discutable un peu. Ouais. Fait que, tu sais, où est-ce qu'on s'en va? On le sait pas. Qu'est-ce qui va arriver? On le sait pas. Mais on sait juste qu'un jour, le pétrole va baisser. Puis c'est pas ce qu'on constate dans les dernières années, malgré tout, là. Mais c'est sûr que ça va baisser pour plein de raisons. Le social va pousser vers autre chose, les gouvernements vont pousser vers autre chose, mais est-ce que ça va être l'électricité? Est-ce que ça va être Porsche qui est en train de découvrir un nouveau carburant écologique, synthétique? Hey, I don't know. C'est fou, là. C'est excitant. C'est excitant, mais oui, c'est le fun. Mais tu fais-tu souvent des podcasts? Je pense que c'est-tu un des premiers podcasts que tu fais? Oui, c'est la première fois que j'en fais un, effectivement. Bienvenue, tu fais super bien ça, Steve. Ça va très bien. C'est très agréable. Tu nous mets à l'aise, fait que c'est facile. C'est tellement le fun. Moi, j'aime ça parler. L'an passé, je suis allé 2 semaines au Japon, en vacances. Puis moi, je pensais arriver dans la Mecque là, de toutes les voitures futuristes. Je pensais quasiment que les voitures volaient là-bas. Presque, oui. J'ai vu presque 0 voiture électrique. Que des voitures hybrides, hybrides plug-in et... Tu sais, là, dans l'ordre, là, c'est beaucoup de voitures hybrides. J'ai vu beaucoup de transports communs, du transport en commun à l'hydrogène, par contre. OK. Fait que, tu sais, sous Toyota, qui est quand même un des leaders là-dedans. Vraiment. Puis ils investissent depuis longtemps dans l'hydrogène. Ça fait très longtemps. BMW aussi. Oui, BMW, d'ailleurs, continue à travailler les trois, l'essence, l'hydrogène et l'électricité. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, il y a le BMW X5 qui existe en version hydrogène. Exactement. J'ai pu le rencontrer une fois quand j'allais en Allemagne pour le salon de l'auto. Puis il le dévoilait, la version. Et c'est littéralement un BMW X5. Quand on le regarde de l'extérieur, c'est un BMW X5. Il n'y a rien de plus standard dans le design de ce véhicule-là, mais il y a des réservoirs à hydrogène à la place qui fait fonctionner le véhicule. Exactement, qui fait fonctionner l'électricité. Parce que c'est une voiture à l'électricité. Oui, toujours. Les moteurs sont électriques, c'est ça qui va faire propulser le véhicule, mais on utilise l'hydrogène pour convertir l'énergie qu'on a besoin nécessaire au fonctionnement du véhicule électrique. On est sur l'hydrogène, puis tu sais, t'es revenu quand même 2-3 fois avec ce sujet-là. Je trouve ça intéressant d'en parler parce que ça a déjà été, puis je mets le passé dans mon terme, là, parce qu'on a déjà entendu parler que c'était une solution, l'hydrogène, mais ce que moi j'utilise, ce que je vois puis ce que j'entends, puis je vais te résumer ce que je comprends, OK? L'hydrogène, c'est très coûteux à produire. Énormément. Puis ce coût-là de production, ça dépend toujours de la source initiale de l'énergie. Tu sais, ici, on peut faire de l'hydrogène divers parce qu'on utilise de l'hydroélectricité, mais le coût de production et la demande énergétique que ça prend pour en faire fait en sorte que l'hydrogène, ça serait pas vraiment une solution viable pour l'univers de l'électrification des transports. Là. Pas pour une voiture d'un commun mortel, peut-être pour du transport long trajet, peut-être pour un grand camion, parce que mettre des piles sur un tracteur qui transporte une remorque de 53 pieds puis qui tire 80 000 livres, ça va prendre des grosses piles, mais là, le poids de la pile t'empêche de mettre du poids dans ta remorque. Ouais. Donc, tu sais, mathématiquement, ça ne marche pas. Alors que l'hydrogène, c'est à la limite presque comme remplir une voiture à l'essence. Un peu plus long, mais fait, je pense, nous, on ne croit pas que pour la voiture de tous les jours, c'est la solution de l'hydrogène. C'est une des raisons pourquoi aussi le développement se fait simplement pas. C'est qu'à un moment donné, les gens font leurs calculs puis on se dit... Parce que j'avais pas vu l'Arabie Saoudite qui c'était comme partie en production d'hydrogène comme si c'était le pain tranché. Là. On a recommencé à zéro. Là. C'est comme si on avait trouvé la nouvelle recette gagnante. Puis tu vois l'hydrogène, puis même dans les conversations, ça arrive souvent dans les soupers de famille. Il y a quelqu'un qui dit « Ouais, mais l'hydrogène va arriver. Là. Moi, je vais acheter ça. » On oublie ça. Là. En tout cas, pas dans les 10 prochaines années. Moi, je pense. Un autre fait cocasse, là, puis je suis pas sûr que mon boss il va triper quand je le raconte, mais c'est pas grave. Il y a Nicolas qui fait des camions à l'hydrogène. D'ailleurs, ils ont fait faillite, Nicolas, il n'y a pas très longtemps. Oui, l'entreprise s'appelle Nicolas. Exactement, Nicolas. L'an passé, ils nous ont envoyé un camion parce qu'on est quand même un joueur sérieux dans l'hydrogène. Fait qu'ils nous ont envoyé un tracteur. On l'a essayé, on a accroché une citerne d'essence, puis on allait livrer avec ça. Puis la dernière journée, le tracteur il est parti sur
une plateforme avec la remorque, ciao bye, il est retourné de où il venait. Fait que, tu sais, ça n'a jamais fonctionné. C'est de la technologie complexe, c'est pas facile, puis là, tu as l'œuf ou la poule. Tu peux vendre des voitures, mais il n'y a pas de point d'approvisionnement. Il n'y a pas de point d'approvisionnement, tu vends pas de voitures. C'est comme pas évident. Comment on fait? Puis là, je te pose des questions qui vont tomber peut-être même dans le politique, là, mais le but, c'est de comprendre comment on peut faire en tant que société puis se dire, OK, nous autres, là, c'est pas clair où c'est qu'on s'en va dans la transformation énergétique. Parce que moi, c'est ce que je ressens beaucoup, puis c'est ça que je vois de les gens autour de moi, dans les décisions d'achat qu'ils veulent prendre, puis même moi, qu'est-ce que je fais comme décision d'achat, tu sais? Puis ça devient un peu stressant, ça devient mêlant. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société pour se dire, OK, nous, on va profiter de cette période nébuleuse pour prendre des décisions qui vont nous faire avancer dans l'avenir. C'est-tu le temps de dire, justement, comme ce que le gouvernement propose, de dire en 2035, on s'en va dans l'électrique puis on assume que ça va être électrique, ou c'est le temps de s'ouvrir à se dire, OK, on va avoir un réseau d'énergie qui va être différent, on va offrir plein de possibilités, on va donner de la lassitude aux partenaires privés pour le développer, ce réseau-là également. C'est une grosse question. Là, je ne m'attends pas à une réponse exactement précise, mais je voulais voir un peu ta vision des choses par rapport à ça. Comment on peut faire en tant que société pour prendre avantage de cette confusion-là énergétique qui se passe? Le danger qui nous guette, c'est d'être trop tôt. Et si on investit des sommes astronomiques dans... Parce qu'une borne électrique là, qu'on met dans un domaine très commercial. Là, vous en avez d'ailleurs, je pense. On en a 17 ou 18. Là, puis d'ailleurs, au bureau chef, on en a rajouté, on en a 8 dans un des bureaux, puis l'autre, on en a 6. Mais tu sais, on le fait parce que on est conscient. On a des employés qui viennent avec leur voiture électrique, puis il n'y a personne qui dit à nos employés, tu n'as pas le droit, c'est interdit. Non. On est très démocratique, puis c'est comme ça. Mais avant de dire, j'investis par borne, là, 250 000 sur une borne que je ne peux pas mettre le prix parce que c'est régi par Hydro-Québec. On en a 17, là, puis tout ce qu'on fait, là, c'est juste couvrir nos frais, puis on fait aucune scène avec ça. Il n'y a pas de rentabilité possible. Il y a zéro rentabilité possible. Fait que c'est vraiment de la conscience sociale de notre part de le faire, puis c'est correct, ou au moins qu'une ville nous oblige à installer une borne, on va le faire aussi. Mais, tu sais, on va pas écrire, puis tout notre plan stratégique qu'on fait à tous les 3, 4 ou 5 ans, on est très tributaire des lois, de ce que le gouvernement va faire. Tu sais, le gouvernement, il dit c'est 2035, même si on n'y croit pas. J'ai pas le choix, je suis tributaire de ça. Fait qu'il faut que je fasse mon plan stratégique en fonction de ça va arriver. Même si on n'y croit pas, je répète, même si on n'y croit pas. Mais si tout d'un coup, là, pouf, ils ferment les vannes, puis il n'y a plus de voiture à l'essence qui se vend, mais il faut que je sois prêt. Mais en même temps, je fais quoi avec mes pompes? Je fais quoi avec mes réservoirs dans le sol? Ben ça, écoute, je te pose la question, tu fais quoi avec ça? C'est là, puis ça va rester là, puis on va continuer à vendre de l'essence encore pendant plusieurs décennies. Puis l'idée, c'est que y a-t-il une possibilité de les convertir, ces stations-là, maintenant? On pourrait les convertir en stations de recharge, on pourrait les convertir en stations d'hydrogène. On a au Québec, là, de mémoire, il y a en essencerie, là, je vais dire un chiffre rond, là, mais je pense qu'il y a à peu près 7000 essenceries au Québec, là, indépendants, peu importe. Grosse chaîne, peu importe. Peu importe. Fait que, tu sais, c'est quand même beaucoup de points de service de toutes les grosseurs, des petits, des gros, des moyens. Puis c'est des beaux points que Circuit Québec, que Hydro-Québec, c'est sûr qu'ils nous courtisent pour avoir de la place sur nos stationnements, mais mettre de l'essence dans une voiture, ça prend 4 minutes. Oui. Charger une voiture, ça prend... Aujourd'hui, là, quand tu as une bonne voiture avec une bonne prise de charge, 30 minutes, tu fais une bonne job. Ça a de l'allure. Mais moi, je monopolise une case de stationnement pendant 30 minutes, une deuxième case pendant 30 minutes. Fait que, tu sais, ça prend des grands stationnements. Fait que la petite station-service à 5 quelque chose peut pas se permettre ça. Il y a 2 cases de stationnement, une pour le propriétaire puis une pour qui vient. Fait que, tu sais, il va y avoir une adaptation assez incroyable dans le marché. Puis c'est intéressant que tu amènes le point justement qu'il y a beaucoup de stations-service qui sont à disposition sur le territoire parce que souvent aussi, ces stations-service-là sont dans des points, des endroits stratégiques. Oui. Ils sont sur le bord d'une route passante, sont au coin d'une rue il y a plein de boulevards ou des choses comme ça. Donc, ça peut devenir des points de référence pour la recharge potentielle de certains véhicules. Mais t'as amené de quoi qui m'intéresse? Parce que tu dis, là, il n'y a aucune rentabilité possible. Ça, c'est parce qu'on a décidé d'avoir un modèle géré par notre gouvernement simplement, puis on ne donne pas de place au privé, ou? Et la borne coûte vraiment cher parce que installer une borne, tu fais pas juste la visser après le mur. Là. Non. Mon entrée électrique, est-tu la bonne? J'ai-tu le bon ampérage? J'ai-tu encore de la place dans ma boîte électrique? Est-ce que le transformeur dans le poteau du Québec est capable de le prendre? Ben oui. Fait qu'il y a beaucoup d'intrants avant de dire on le fait.
Mais on le fait, ça marche pas comme ça. Puis là, il faut que tu coules une dalle de béton, tant de pieds, parce que là, ça prend de la place. Il faut que tu mettes de l'espace. Puis, tu sais, c'est pas... On essaie de le faire. On essaie d'en mettre des bornes électriques, mais c'est pas facile. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, puis c'est beaucoup de capitaux. Puis c'est pas beaucoup d'argent qui rentre. Ben, c'est pas d'argent qui rentre. Donc, le but, c'est est-ce que de se dire, OK, sans dire qu'on privatise l'électricité, parce que c'est pas même qu'on fonctionne au Québec, là, on est Hydro-Québec, mais de rendre le coût de la recharge, je pense que maintenant, on va l'avoir comme ça, le jeu du développement privé, qu'à un moment donné, sur les stations-service, il va y avoir des bornes qui vont être gérées au prix qui va être affiché par la station-service et non par qu'est-ce qui est régi. Mais disons là, que moi, là, je mets une borne privée, je paye tout ça, je prends 0 subvention, puis je dis, ben ça va coûter 20$ chez nous, puis à côté, tu as une borne de Circuit Québec qui te charge 10$ de l'heure. Ben, je vais aller à la borne de... Il va rien arriver. C'est ça. Il va rien y arriver chez nous. Fait que, tu sais, c'est pas facile. Est-ce que vous faites des demandes pour dire là, qu'est-ce qu'on peut faire pour rentrer là-dedans? Parce que, tu sais, j'en prends ma prémisse qui était de dire qu'est-ce qu'on fait dans cette confusion énergétique-là en tant que société, là, fièrement sociétale ce soir aujourd'hui. Mais c'est bientôt la fête des Patriotes. C'est bientôt, mais je suis prêt. Non, mais tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement essayer de prendre l'avance? Tu sais, parce qu'on se dit, bon, mais au Québec, on fait de l'électricité en grosse quantité. On a une belle qualité d'électricité aussi qui est propre. On a des réseaux qui sont ouverts. Tu sais, je vous entends avoir la grande ouverture de dire, ben, on a de la distribution d'énergie, il y a plein de genres d'affaires. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire comme coup de barre? Puis se dire, on avance avec un type d'énergie, puis on l'assume. Là. Nous autres, on prend ce chemin-là. Puis là, tu me disais, ben là, mais là, l'électricité, j'ai même beau mettre des bornes, ça me coûte cher, c'est compliqué. Puis c'est vrai, tu sais, ça prend beaucoup de ressources. Puis au bout de la ligne, tu peux pas le vendre au prix que tu veux, puis réussir à rentabiliser ça. Je comprends après ça que le service. Maintenant, vous êtes une entreprise. Là. Le but, c'est que dans une entreprise, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre à quelque part. Là. On va se le dire tout le monde ensemble. Là. Toutes les entreprises, c'est un des objectifs. Si on veut être périn, c'est un des objectifs. Il faut payer nos gens, puis il faut faire un peu d'argent. Normal. C'est normal. Si on calcule tout ça, les gens ont des bornes à la maison aussi, puis on se dit, ben dans le fond, quand je prends la grande route, si j'ai accès à des bornes de meilleure qualité, des installations qui sont supérieures à des ci, à des ça, même si mon courant me coûte plus cher, dans le fond, ça répond à mon besoin. C'est pas une stratégie potable, ça, d'un que se dire, on débarre ça un peu plus, l'histoire des bornes électriques. On va rester dans les bornes, c'est un bon sujet. Disons que tu es dans un village de 500 habitants, tu mets une borne qui coûte 300 000 $, tu vas jamais avoir un retour sur l'investissement pour 2 raisons. 1, ça te coûte extrêmement cher. Ben oui. Et 2, tout le monde a une maison unifamiliale en général. Fait qu'ils vont tous avoir une borne de niveau 2 chez eux, qui vont toutes plugger en même temps. Fait que je fais quoi? Là, si j'ai pas de borne de disponible, puis que toi, tu t'en vas là-bas, en visite, whatever, puis tu as besoin de... On a un problème. Ben oui. Puis si tout est électrique, je reviens à sécurité énergétique. C'est... tu sais, ça, c'est la discussion que nous, on a avec le gouvernement de fréquence assez régulière pour leur dire, faites attention, allez-y mollo. Quand il y a eu l'été passé, il y a eu une super grosse panne électrique là, qui a duré, en tout cas, moi, chez nous, à Boucherville, là, ça a duré comme 3 jours ou 4 jours. Hey, j'ai pris mon auto, je suis allé chez M. X m'acheter une grosse génératrice que j'ai pluguée, qui marchait à l'essence pour garder ma nourriture, avoir de la chaleur, ma sonde pompe. Tu sais, c'est des... Mais s'il n'y a plus d'essence, c'est fini. Ça ne marche pas. On n'est pas prêt à ça. Fait qu'il faut juste le faire de la bonne vitesse, cette transition-là. Elle va arriver, mais elle va arriver à un bon rythme. Puis on ne veut pas être les premiers. Il y a des gros joueurs, là, puis je vais nommer Couche-Tard, qui est un joueur immense dans le domaine des dépanneurs. Et si c'était si tant payant que ça, il serait déjà là. On regarde un peu les géants, puis ils sont pas là. Ben non, ils sont pas là. Ils offrent peut-être des stationnements à des réseaux circuits électriques, des choses comme ça, puis, mais sinon, ils n'ont pas nécessairement leur propre brand. Ils installent des bornes, puis quand on regarde le ratio de bornes versus le nombre de magasins, on a plus en ratio bornes-magasins que chez Couche-Tard. Donc ça, c'est sûr que ça fait en sorte que tu te dis, bon, là, les grands ne suivent pas, à un moment donné, ça devient difficile de prendre une décision. Ça vous inquiète-tu un peu? Tu sais, mettons, tu dis en tant que... Non, ma job, c'est de vendre de l'essence. C'est une drôle de réponse, mais c'est ça quand même. Puis tu sais, je reviens aux bornes encore, mais il y a 5 ans qu'on mettait une borne de 50 kW, on était des kings, là. On était des champions. Aujourd'hui, 50 kW, là, oublie ça. C'est quasiment une borne de niveau 2, à la limite. Fuis, quand tu es sur la route, puis tu fuis les 50. Exactement. Tu veux plus fort. Là, aujourd'hui, j'en ai installé une de 100, une 150, mais dans 2-3 ans, on va être rendu à 3, 4, 100? Je ne sais pas. On sait pas. Mais mon investissement, mon CAPEX, là, mes capitaux que j'ai sortis, eux, il faut que je les amortisse, mais je ne peux pas amortir ça sur 2 ou 3 ans.
Fait qu'il faut que j'amortisse ça dans le temps. C'est là que ça devient... c'est là que ça devient plus difficile de prendre une décision puis de se dire, OK, on donne le fameux coup de barre puis qu'on assume quelque chose. C'est à peu près impossible. Exactement. Ça prend ce mix-là. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'inquiétude parce qu'on se dit justement... Pour l'essence, non. Ça se développe puis ça vient avec. Y a-t-il une manière peut-être de rendre l'expérience de recharge ou de remplissage différente? Est-ce que c'est quelque chose que vous réfléchissez, tu sais, de remplissage d'essence? D'essence ou d'énergie ou peu importe. Là, est-ce que vous êtes en train de réfléchir à comment on peut diversifier ça? Parce que, tu sais, je me disais, mettons, donné pour vrai, il y a moins de voitures à essence, puis on le sait que ça va arriver, mais qu'il va en avoir encore. Mais il va en avoir moins. Clairement, les sous seront peut-être pas aux mêmes places, ça va être différent. Les gens, ils vont quand même avoir l'intérêt à arrêter dans un dépanneur, ils vont quand même avoir d'intérêt à aller chercher n'importe quoi, aller chercher une station de service pour se laver la voiture ou des choses comme ça. Allez-vous transformer le prochain monde du dépanneur tranquillement? Ou? Ça, c'est un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Et tu sais, tantôt, je t'écoutais, puis quelqu'un qui vient mettre de l'essence chez nous, là, avant, il y avait un service. Il y a un petit monsieur ou une petite madame ou un petit bonhomme qui remplissait ton essence. Après ça, tu rentrais en dedans avec lui, check, ou tu payais cash. Là, après ça, il est arrivé, oups, on a enlevé le service, les pompes étaient plus automatiques. Là, aujourd'hui, tu peux payer avec ton cellulaire, tu peux tout faire une pompe. Donc, on s'autocoupe la job à nous-mêmes. Je ne sais pas si ça sort bien ce que je viens de dire. Je comprends très bien. Mais tout est facile pour que tu mettes de l'essence puis tu dégages. Ouais. Je te fais même plus rentrer dans le dépanneur. Il n'y a aucune entreprise au monde qui fait ça dans ce sens-là. Fait que là, il faut trouver des idées pour, quand tu viens chez nous, là, comment je vais te faire rentrer dans le dépanneur? Parce que, décidément, c'est pas ça, là. Mais avant, le dépanneur était en second lieu versus l'essence. Là où il faut aller, c'est de prendre le dépanneur en premier lieu et en deuxième lieu, tu viens mettre de l'essence. OK, complètement. On veut changer de bord complètement. Il faut le faire comme ça parce qu'on va arriver là un jour, c'est sûr. Fait que comment on fait ça? Là, tu tombes dans... Moi, j'ai passé 30 quelques années dans le monde de l'alimentation et ça me passionne et c'est d'ailleurs pour ça que je suis rendu chez Arnois. Mais comment je vais faire pour t'en faire rentrer? Il faut que je t'accroche sur quelque chose que tu vas te rappeler pas combien ça coûte, mais combien ça goûte. Si je t'accroche sur quelque chose que tu aimes, que c'est facile, tu rentres, c'est cordial, puis tu ressors aussi vite que tu es rentré, tu vas venir à jamais. Parce qu'aller marcher dans une épicerie de 80 000 pieds carrés pour aller chercher une petite pinte de lait parce qu'il t'en manque chez toi. Là, ils mettent toujours dans le fond de l'épicerie pour que tu marches à travers l'épicerie. Puis, les chips sont pas chers. Il me semble que ça serait fun d'avoir des chips de plus. Ben, moi, là, viens chez nous, ça va aller bien plus vite. Oui, je vais peut-être te vendre un petit peu plus cher la pinte de lait. Puis encore, des fois, souvent, notre prix du lait est au même prix que dans une épicerie. Bref, c'est pas ça le but du podcast. Je suis pas en train de faire de la... On parle du lait. On parle du lait, là. Mais les Canadiens, on est correct. Mais il faut l'accrocher. Puis tous les gens qui travaillent sur la route, aller dîner au restaurant, ça coûte cher. Comment moi, je peux t'accrocher différemment puis te faire un bon deal, que ça soit... Mais tu sais, il faut que ça soit bon. Il faut que tu sois confiant pour venir chez moi parce que c'est pas un réflexe d'aller dans un dépanneur pour s'acheter quelque chose pour dîner. Pas encore. Puis ça s'en vient. C'est de développer cette espèce de nouveau marché-là pour vous. Parce que, puis on le disait, il y a 7000 stations-service partout au Québec. Fait que si ces petites stations-service-là deviennent de plus en plus intéressantes, pas juste pour le gaz qu'on allait ou qu'on va toujours chercher, ça devient intéressant d'avoir encore une raison d'y aller. C'est un peu une manière pour vous de continuer à développer. Exactement. Ça va être une façon de mitiger ces pertes de revenus-là qui sont associées au carburant si un jour ça descend. Mais ça va descendre. C'est pas ce qu'on voit dans les dernières années. J'ai un graphique ici, on le voit. Là, depuis 2020, là, ça augmente. Ah oui, hein? Ça augmente, tu parles le litrage d'essence qui est acheté? Le volume d'essence qui est acheté augmente depuis 3 ans, même depuis 4 ans. Mais on n'est pas revenu au niveau avant la pandémie pour l'essence. Mais quand tu additionnes le carburant diesel avec l'essence, les deux ensemble, on est plus élevé qu'avant la pandémie. OK. Fait que, tu sais, quand on dit « ça va-tu disparaître », c'est pas ce que je vois. Pas encore. Pas encore. Puis quand je regarde les graphiques de Calibrate, qui est comme un E.C. Nelson ou un Nielsen de ce monde qui fait des études, puis je regarde les statistiques Canada, ils ont des données jusqu'en 2050, des prédictions jusqu'en 2050, puis il va y avoir encore de l'essence. Non, ben il y a un parc automobile qui est trop gros, de toute façon. Exactement. Puis il y a aussi le coût d'achat de ces véhicules-là également. Là. Des fois, c'est juste pour les gens d'avoir une voiture à essence que tu étires plus longtemps. Ça devient plus économique à quelque part également pour certaines personnes. C'est intéressant que tu amènes ces chiffres-là parce que la perception qu'on a aussi, c'est que dans cette transition-là, on veut couper l'utilisation de l'essence. C'est ça qu'on veut diminuer, le gaz à effet de serre qui sort de ces véhicules-là.
Mais tout le monde s'achète un VUS. Ce qui est un peu l'aberration, puis ça, je suis d'accord, je suis tellement content que tu l'amènes parce que tout le monde le sait qui écoute le podcast, que je suis un fan de voiture. Moi aussi, je suis un fan de voiture, by the way. Là. Les autos, c'est ça qu'on aime pour le plaisir de conduire, mais aussi le coût relié à la possession de ces véhicules-là qui est définitivement moins cher pour le rendu qu'on peut avoir également. La performance également aussi, souvent, qui est plus élevée. Le plaisir de conduire. On pourrait s'attendre longtemps sur le fait qu'on aime les autos. Oui, c'est ça. Mais je trouve ça intéressant de savoir que. Intéressant, mais un peu, je te cacherais pas, un peu décourageant de voir que l'essence continue quand même à toujours bien performer de même. Ouais. Je me dis tout le temps, l'idée, ça aurait été le fun de voir ces specs-là descendre aussi, de voir un peu que ça diminue, mais d'entendre une entreprise comme Arnois qui dit on est conscient que ça va bouger, ça va rester encore ces classes, on est conscient que ça va bouger, mais on pense aussi à développer notre réseau de dépanneurs avec de manières différentes pour continuer à avoir un service. Puis je trouve ça encourageant. Ouais. Je suis un peu déçu de voir que le litrage descend pas, par contre. Mais ça, j'y peux rien. Moi, je réponds à une demande. Les gens viennent plus chez nous, on met plus d'essence, puis on vend plus d'essence. C'est correct, mais on travaille sur l'avenir, et l'avenir est dans le dépanneur, les lave-autos, les services communs. C'est tout ça. Puis construire une station-service, ça coûte cher aujourd'hui. Tous les coûts de construction ont explosé. Acheter un terrain, c'est pas facile, c'est pas toujours disponible. Fait que c'est juste construire les infrastructures pétrolières, tu n'as aucune idée. Je ne vais pas dire de chiffres ici parce que j'ai probablement des compétiteurs qui vont écouter, là. Mais tu serais étonné de savoir combien ça coûte. C'est ça. Tu serais étonné de savoir combien ça coûte faire une station-service. C'est assez impressionnant. Fait que là, quand tu en as déjà, c'est ça qui est le fun, tu peux les optimiser. Tu n'es pas obligé de reconstruire. Exactement. Mais en même temps, une station-service qui est moins up-to-date, donc qui n'a pas vraiment de service de dépanneur, qui vend 2-3 barres de chocolat qui a de la date probablement passée, ou des choses comme ça où tu vas très centré sur l'essence, mais éventuellement, ces gens-là ou ces stations-là, s'ils ne se renouvellent pas, c'est presque la fin annoncée. Là. Je parle pas de 5, 10, 15 ans, mais dans 20, 30 ans, ça va être difficile de renouveler ça parce que le jour où ces réservoirs vont passer date, puis il va falloir les sortir de terre, puis les remplacer, puis d'amortir ça sur un autre 40 ans, l'économique ne fonctionnera pas. Ça ne marchera juste pas. Non. Parlons de l'essence un peu. Oui. OK? Parce qu'on est là-dedans, puis en même temps, j'ai un spécialiste. Fait que, parlons-en. C'est quoi les grosses différences dans les octanes d'essence? Oui. Tu sais, on a le 89, 91, 93. On peut avoir du... Il y a du 94 chez Petro-Canada. Qui existe. Ouais. Là, il y a une religion là-dedans aussi qui existe, OK? Parce que moi-même, je fais entretenir mon auto dans un garage super spécialisé, puis j'aime beaucoup l'entreprise. J'adore ça aller là, puis j'ai fait dernièrement la décarbonisation de mes cylindres, qui est comme un processus pour enlever tous les résidus que tu as dans l'intérieur de ton moteur. Mon auto a le 7 ans, je me suis dit, c'est le temps de donner un bon nettoyage. C'est un véhicule qui peut fonctionner à l'essence régulière, mais je le nourris à l'essence super, parce que je peux aussi le faire, puis ça donne un peu plus de performance. Donc, je le nourrissais depuis tout ce temps-là avec de l'essence super. C'est un Mazda? Non, ce n'est pas Mazda. J'allais dans différentes stations pour chercher mon essence super. Puis là, tu entends du monde qui te disent que là, si tu vas dans cette station-là, ton super, il est vraiment moins bon. Là, ça, c'est vraiment un moins bon super. Si tu vas dans l'autre station, lui, là, il y a vraiment du bon super. Puis même le garage spécialisé où j'allais, ils m'ont dit, là, il ne faut pas que tu ailles dans telle grande bannière parce que, écoute, ton moteur, c'est sûr qu'il va t'encrasser. L'essence super, il est rempli de cochonneries. Et ça a donné que c'était exactement la grande bannière que j'allais depuis 7 ans remplir mon véhicule. On va pas nommer personne ici. Non, exact. C'est pour ça que je reste subtil dans les termes. Mais finalement, je me dis, anyway, je venais pour la décarbonisation des cylindres. Fait que faites le travail, vous me direz quel était l'état du moteur. Mais moi, je n'avais jamais dit de quelle bannière j'allais. T'sais. Finalement, à la fin, ils m'ont dit, non, mais ça paraît que toi, tu vas dans les bonnes stations là, parce que ton moteur était propre, tout était super dedans, tu le conduis bien, ton véhicule, tout est beau. Mais dans le fond, j'avais pas avoué que ça faisait 7 ans que je mettais l'essence à la mauvaise place théoriquement. T'sais. Y a-tu vraiment... Puis là, je veux une réponse, pas juste Arnois, le meilleur essence. Non, je veux une réponse sur les grades puis les octanes. Y a-tu vraiment une différence entre les bannières? Il y a combien de raffineries au Québec? Il y en a 2. Valero et Suncor. Suncor, c'est Petro-Can. À partir de là, tous les autres distributeurs d'énergie ou d'essence achètent leur essence soit chez Suncor ou chez Valero. Et des additifs sont mis en fonction de Esso a ses propres additifs, Shell a ses propres additifs, Ultramar a ses propres additifs. Fait que, tu sais, les recettes secrètes, je ne les connais pas. Mais moi, ce que je me suis fait dire depuis que je suis dans le monde du carburant et par mon concessionnaire, si c'est écrit que c'est besoin de 87 d'octane, mais 87 d'octane, tu n'as pas besoin de mettre du 92, du 96, puis à la limite du 100. Puis ça serait facile d'augmenter l'octane dans la voiture. Tu fais juste mettre un peu plus d'éthanol, puis l'octane va augmenter. Mais tu sais, moi, je pense que honnêtement, est-ce qu'il y a une vraie différence? Je pense pas que ça fait une grande différence. Mon feeling personnel et ce que j'ai appris,
je pense pas qu'il y a une très, très grande différence. Donc, l'octane, c'est de l'octane. On peut suivre au numéro qui est dessus. Exactement. Puis après ça, c'est les additifs. Mais là, les additifs, c'est un peu... Il y a des autos qui, justement, disent que si tu mets du régulier, tu vas avoir 92 chevaux. Ben, si tu mets... Exactement, Mazda, c'est très, très clair. Là. Oui. Vraiment clair. Fait que... Rendu là, tu suis ce que le constructeur dit. Ou tu suis ce que toi, tu as envie de mettre dans ta voiture. T'es-tu obligé en tant que distributeur aussi? Tu sais, toi, tu as de l'énergie à distribuer avec l'essence, justement, 87, peu importe. Toi, tu dois obligé de. Tu sais, mettons, moi, je peux te faire confiance. Quand je vais mettre du 87, je sais que j'ai du 87, mais quand je vais mettre du 93, y a-tu des réglementations autour de ça? Comment ça marche? Il y a des piges qui sont faits, il y a des gens je ne sais plus du ministère qui vient du ministère des Affaires naturelles, là, je ne me rappelle plus, là, mais qui, puis de toute façon... Ils viennent voir dans les réservoirs. Oui, mais il y a tu sais, moi, on est une entreprise honnête, puis je pense que la majorité des entreprises sont très honnêtes. Tu mets pas du 87 dans du réservoir de 91, à moins d'être un Joe Blow dans un petit coin, puis que tu... Non, mais il y a personne. Je pense qu'il n'y a personne qui fait ça. Ça arrive des fois des accidents. J'ai déjà entendu dire des livreurs qui se trompaient de réservoir. Là. C'est arrivé il y a pas longtemps. J'ai fait une chronique là-dessus au Saguenay. Je n'ai parlé avec des radios là-bas parce qu'il y a une station-service justement qui s'était trompée. Puis le livreur d'essence a mis du 87 dans du 91 ou vice-versa. Mais ça ne brisera pas le moteur. C'est du diesel. C'est ça. Ils ont mis du diesel dans de l'essence régulier. Là. Puis ça a gâché des voitures. Puis ça a été vraiment... Mais ça, quand ça l'arrive pas si souvent. Non, mais ça rare, peut arriver. C'est très... Quand ça arrive, c'est un cas humain. Là, c'est le monsieur qui n'a pas mis, ou peu importe, la personne n'a pas mis le bon boyau dans le bon réservoir. Mais dès qu'on le sait, ça, là, quand ça arrive, là, on arrête de vendre de l'essence ou du diesel, puis on vide tout ça, puis on repart à zéro. Puis les gens qui sont affectés par ça, là, c'est comme ça chez nous, là. Mais nous, on dédommage. Si c'est nous qui est en tort, on dédommage. Si c'est un transporteur, ben c'est le transporteur. Mais il n'y a pas de ganache. C'est juste plate pour la personne à qui c'est arrivé. Mais mélanger du 91 et du 87, c'est pas la fin du monde. C'est pas l'idéal. Mais quand c'est du diesel dans l'essence ou de l'essence dans le diesel, là, c'est plus grave quand c'est l'essence dans le diesel. Là, parce que là, ça a brisé des moteurs. Ça a brisé des moteurs. C'est des gros camions. C'est des gens qui travaillent avec leur voiture. Fait que, tu sais, c'est plus talent. Mais tu souhaites pas ça. Tu souhaites pas ça, mais on peut se fier. Puis, tu sais, nous, en tant que consommateurs, à cette heure aussi, il y a des gens qui me disaient ça l'autre fois, mais j'ai parlé avec un gars qui est très consciencieux de l'essence qu'il met dans son véhicule. Là. Puis avec son ordinateur de bord dans son auto, quand il fait le plein, il vérifie tout le temps l'octane qui est rentré dans son moteur. Là. Il peut comme mesurer ça avec une espèce de sonde qui plug dans son ordinateur de... En tout cas, j'avais trouvé ça super intéressant, mais il y a moyen, si jamais vous désirez vérifier l'octane de vos voitures, de le savoir. Mais là, on est rendu dans le monde très... une modification performance pour les tailleurs. Là. Mais ça existe, fait qu'en tout cas, bon, on peut se fier au moins à ça. Je t'amène sur un sujet. Je sais que c'est un sujet qui est très... on en parle beaucoup, là. On en parle beaucoup. Le prix. OK? Le prix de l'essence. Qui décide ça, le prix de l'essence? Qui décide du prix de l'essence? Il y a tellement de facteurs qui font que l'essence coûte tel prix. Le prix, premièrement, il y a des taxes. Plus tu es proche des frontières ou situé dans des centres-villes, il y a des taxes de plus ou des taxes de moins. Puis il y a des bons différentiels. Là. Il y a aussi... C'est à la bourse, le marché de l'essence. C'est à tous les jours, ça varie. Fait qu'aujourd'hui, moi, je pourrais savoir, là, j'ai peut-être sur mon cellulaire, justement, là, qui me dit demain, l'essence va coûter... C'est pas vrai, là, by the way. L'essence peut coûter 10 cents de plus. Mais moi, ce 10 cents-là, il coûte 10 cents. Je vais aller charger ce soir à la raffinerie, il va me coûter 10 cents de plus. Fait que le prix va augmenter 10 cents. Il y a le marché, il y a le transport. Transporter de l'essence de Montréal ou de Lévis à Sept-Îles, ça ne coûte pas le même prix que d'aller livrer à Trois-Rivières. Fait qu'il y a plein de facteurs qui font ça. Il y a l'offre et la demande. Si j'ai une station-service et que je suis le seul dans une région puis que j'ai pas beaucoup de volume, moi, j'ai deux choix. Si je fais pas d'argent, je ferme. Ou sinon, il faut que je vende un petit peu plus cher pour rester ouvert. Fait que, tu sais, ça, c'est des... Il n'y a pas une science précise. Puis nous, on a un centre de prix chez nous. Puis il y a beaucoup de monde qui travaille au centre de prix. Puis à tous les jours, plein de fois par jour, on vérifie les prix de nos compétiteurs, le marché. Tu sais, si mes compétiteurs baissent d'une scène, je vais baisser d'une scène. J'ai pas le choix. Si les gens vont changer de côté de rue pour une scène, ça, c'est impressionnant. 40 litres à une scène, là, c'est 40 cents.
C'est fou, c'est rien. Ben, honnêtement, je suis le premier à faire ça. Là. Mais... Ah non, mais moi, quand je vois qu'il y a une différence de 2 cents sur 20 litres, là, c'est mon 40 cents. Écoute, ça sera juste du bonheur de plus dans mon compte de banque. Là. Moi, je suis le premier à le faire. Puis, tu sais, cette question-là, puis je suis content parce que c'est rare qu'on a la chance de parler avec des gens dans l'industrie pétrolière. Puis c'est le fun de pouvoir en parler parce que je me disais, pourquoi, mettons, il n'y a pas une station qui décide du jour au lendemain de mettre un prix 50 cents moins cher? Ben, il pourrait, mais il ne respecterait pas le prix minimum établi par la loi. Parce qu'au Québec, on est régi aussi. Là. Il y a un prix minimum que je dois respecter. Fait que si à chaque semaine, on reçoit un message du gouvernement qui est de la Régie de l'énergie qui nous dit « By the way, guys, la semaine prochaine, le prix minimum, c'est, mettons, 1,49 ». Pourquoi ils font ça? Pour être certain, parce qu'il faut retourner dans le temps. Retournons en 1900. De mémoire, c'est 1996, là, où est-ce qu'il y a eu une guerre de prix hallucinante dans le marché de l'essence. Il y avait des bannières qui affichaient 25 cents le litre. Et là, ça l'a fait fermer plein de monde parce qu'ils perdaient comme... Je ne me rappelle pas combien ils perdaient, mais ils perdaient une quantité industrielle de dollars sur chaque litre, de cents par litre. Là. C'était 25, 30 ou 40 cents. Mais tu ne peux pas survivre si tu perds de l'argent. Fait que là, il y a des indépendants qui ont fermé. Tout ça, ça a créé une vague. Fait que le gouvernement a dit il faut arrêter ça. Là. Puis ici, c'est pas si pire. Dans les provinces de l'Atlantique, il y a un prix minimum et un prix maximum. Fait que moi, je décide même pas du prix de l'essence là-bas. Je vends au prix que le gouvernement me dit de vendre. Fait que tu suis... Je suis, that's it. J'attends le mémo, puis on s'en va sur le computer, comme toi à côté, là, 1,49, puis pour tous les grades. Le 87, le 89, le 91 et le diesel. Je comprends le prix minimum. Mais est-tu autant que ça? Mettons, est-tu tout le temps à 1,49? Ou, non, ça varie à chaque semaine. OK, mais mettons, tu sais, je me dis, pourquoi, mettons, on met ce prix-là? Il se base sur quoi pour décider le prix minimum? Il se base sur le prix on appelle ça le prix du rack, là, le prix que tu payes quand tu vas chez la raffinerie. À la raffinerie, on appelle ça au rack. Là. Okay. Ça dépend du prix qu'il y a là, ça dépend des taxes, ça dépend de plein de facteurs. Puis il y a aussi combien ça coûte, parce que dans ce prix-là qu'ils établissent, il y a aussi des coûts d'exploitation. Moi, exploité, ou comme même mes compétiteurs, là, ça, d'ailleurs, c'est fait aussi par la régie. On établit nos coûts d'exploitation. Il y a 15 ans, un employé à temps partiel gagnait salaire minimum, je ne sais pas, c'était peut-être 6 piastres de l'heure, 8 piastres, 9 piastres. Aujourd'hui, c'est 15. Oh, mais je ne peux plus juste faire une cents le litre de profit si le salaire des commis ont doublé. Si construire, ça a coûté 40 % de plus. Si acheter un tracteur pour transporter la citerne coûte 300 000 $ de plus, tous ces facteurs-là sont dans... Puis ça, c'est vraiment bien fait par la Régie de l'énergie. On fait ça tous les 3 ans. Là, d'ailleurs, on tombe dans cette période-là où on va revoir l'ensemble des coûts d'exploitation, le coût de l'électricité, les taxes. Municipal. Tout est là-dedans, là. Il n'y a rien qui est oublié. On va refaire ça là? Vous êtes là-dedans? Oui. On commence à faire ça. Mais il n'y aura pas... Personne ne va rien voir de ça avant un an minimum. Là. OK. Mais on peut-tu s'attendre à ce que l'essence continue à augmenter à cause de ça? Ça ne veut pas dire. Si le marché de l'essence se raffermit dans le sens où il y a plus de volume de disponible que de demande, le marché ne va pas augmenter. Parce que théoriquement, tu me disais que l'essence continue à monter pareil en termes de litrage. Peut-être que ça ne sera pas ça l'an prochain. OK. Je ne sais pas. OK, c'est ça. On va se fier aussi à ça pour... Tout est là. Le marché, là, c'est l'indice le plus fort dans l'établissement d'un prix sur l'enseigne. OK. Fait que ça fonctionne de même. Peu importe le reste. Là, on parlait des taxes qu'on met aussi sur l'essence. Oui. Taxe carbone au Québec, qu'on a encore, nous. Oui. Par ailleurs, on l'a pas eu. Ils l'ont retiré. Là. C'est le gouvernement fédéral qui a retiré la taxe carbone. On a vu dans plusieurs provinces des diminutions de 18 cents le litre là, qui rentraient. Ça, pour toi, mettons qu'on jase de décision de ne pas enlever cette taxe-là, ça fait-tu du sens ou ça fait aucun sens? Ça fait pas... ça fait-tu du sens? Ça fait pas de sens. Là, je veux pas mettre les gens environnementalistes contre moi, là, mais... Non, mais nous, on parle de sujet qui est sensible, puis tu sais, on le sait que le pétrole est un produit qui est néfaste pour la planète. Ça, on le sait. Disons que tous les villages et villes limitrophes au Nouveau-Brunswick et ou à l'Ontario, le différentiel entre les deux va faire une grande différence. Et là, on parle, tantôt, tu parlais, toi, tu changes de bord de rue pour une scène, mais là, quand il y a un différentiel de 20 cents, tu ne vas pas juste changer de bord de rue, tu vas déménager. Je m'achète un baril et je l'amène dans mon char. Là. mais théoriquement, tu n'as pas le... Je sais, je ne peux pas faire ça. Là, ça, mais attention. Oui, vraiment, puis j'ai parlé avec des contrôleurs routiers, les gens qui écoutent le podcast le savent très bien, on ne peut pas faire ça. Mais quand même, c'est pour vrai, avec une différence aussi majeure, ça vaut vraiment la peine. Là. On en parle au gouvernement. On a une association qui s'appelle l'ADEC, l'Association des distributeurs d'énergie du Québec.
avec Shona Marcotte, qui est la présidente. On en parle à chaque semaine depuis le 1er avril, à chaque jour depuis le 1er avril, justement pour comment on peut faire comprendre au gouvernement que moi, là, mon objectif, c'est pas de faire plus d'argent, là, pas du tout. Là, parce qu'il est où la taxe, toi, tu si je l'enlève, je baisse. Si on enlève, parce que c'est à peu près 9 cents, là, grosso modo, là, je ne sais plus le chiffre précis, là, mais c'est à peu près 9 cents. Mais si la taxe du carbone, elle s'enlève, on enlève 9 cents de chaque enseigne à travers le Québec. Ça ne change pas ta profitabilité. Zéro, ça ne changera absolument rien. Pour les distributeurs, ça ne change absolument rien. Absolument rien. À part rien. que vous vendez plus cher parce qu'il y a une taxe de 9 cents de plus que je suis obligé de prendre. C'est ça. Que je suis obligé de te charger quand tu viens chez nous. Comme la taxe assise, comme plein d'autres taxes, comme la TVU, le TPS, TVQ. Ça, c'est sur le prix de l'essence, là. Mais quand tu fais la somme de tout ça, ça fait un bon écart avec l'Ontario parce qu'eux, ils ont aussi un break de taxes depuis je pense qu'ils ont une TPS, là, depuis 2022. Fait qu'il y a encore cet écart-là qui était là, que les gens ont oublié avec le temps. Mais là, tu additionnes ça avec l'écart de la taxe carbone, ça fait un bon gap. Puis nous, ce qu'on veut faire comprendre au gouvernement, c'est si, là, dans ces villes-là ou villages-là qui sont limitrophes à ces deux provinces-là, que l'érosion se fait de l'autre côté, donc les gens vont aller mettre de l'essence au Nouveau-Brunswick ou en Ontario, bien, les volumes d'essence que ces gens-là ne vendront plus, là, que moi et mes compétiteurs ne vendront plus, bien, c'est des taxes que le gouvernement ne percevra plus non plus. Oui. Fait que, sont pas... En tout cas, moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. On trouve que c'est pas une bonne idée. Puis c'est pas non plus fair pour les consommateurs. Bien, surtout, là, je pense que faut toujours... Même la Colombie-Britannique l'enlever. Puis qui est une province très, très, très environnementale aussi. Là. Fait que là, il y a un État et une province en Amérique du Nord qui fait encore la taxe du carbone, c'est la Californie et le Québec. C'est juste nous qui continuons à mettre ce prix-là sur les véhicules. Puis, vois-tu, tu parlais justement de la taxe que sur le volume potentiel de baisse de vente qu'on aurait en essence, que le gouvernement ne réussira pas à avoir de son côté. Ça amène-tu aussi cette réflexion-là sur... Parce qu'on s'entend, la taxe est très payante pour le gouvernement sur l'essence. Là, ça donne... Mais si tu ne vends plus, elle est plus payante. Exactement. Là, on a vu déjà que dans le prochain budget gouvernemental, on va ajouter une taxe sur les véhicules électriques, sur l'immatriculation. On voit qu'il y a déjà des choses comme ça qui vont de plus en plus arriver. Fait que, tu sais, j'en reviens un peu en arrière dans notre conversation, mais quand on parlait des bornes tantôt, de se dire que maintenant, vous avez, des bornes à disposition, ça serait vraiment une bonne idée que le gouvernement réapplique simplement une taxe sur ces bornes-là, même si l'électricité coûterait plus cher. Oui, ça pourrait. Parce qu'au bout de la ligne, eux retrouveraient une forme de finance, mais on ne serait pas obligé de mettre une taxe kilométrique, on ne serait pas obligé de mettre une... Parce qu'on va taxer dans tous les cas. C'est ça qui est un peu déprimant, là. Moi, de tout ça, ça fait juste me prouver à quel point ils n'ont pas d'orientation. Ils ne savent pas où aller, là. On s'en va-tu à l'électricité, on s'en va-tu à l'essence, on reste à l'essence. Ils sont comme un peu mêlés parce que... tu sais, le parc automobile des voitures électriques, là, c'est 5 % des voitures qui sont électriques. C'est 4,7 le chiffre pile, là, mais c'est pas beaucoup. Non, mais ça augmente. Là. Puis au Québec, on achète des voitures électriques. Honnêtement, on est un... Au Québec, on achète des voitures électriques. C'est ça que je dis. Là. Au Québec, on achète, puis on est présent. Au Québec, c'est 5 % du parc automobile. Exact. Imagine dans les autres provinces. Exact. Fait que c'est pas énorme, mais en même temps, on voit que ça grandit, puis on développe la technologie qui est avouée. Puis on l'a dit tantôt, on aime les voitures électriques. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça, conduire une voiture électrique. Donc, je me disais tout le temps, tu sais, dans cette espèce de transition-là, comme j'aime ce que tu viens de me dire, il n'y a pas de vision. Non, il n'y a pas de vision. Puis ça devient vraiment problématique. Ben, ça dépend pour qui. Moi, je vends de l'essence. C'est sûr que cette confusion-là... Moi, je ne veux pas donner un plan de match au gouvernement pour dire quoi faire, mais quand tu regardes ça froidement, tu te dis, les infrastructures ne sont pas présentes. Tu sais, tantôt, on parlait des bornes, de grosseur de borne, là, mais une borne de niveau 2 là, dans une station-service, pour quelqu'un qui est passage, oublie ça, la borne, elle reste vide. Il n'y a jamais personne qui va l'utiliser. Tu ne peux pas te stationner là pendant 8 heures en t'en allant à Gaspé chez ta tante. Ça ne marche pas, là. Fait que, tu sais, il y a plein de choses comme ça. D'enlever les rabais pour les voitures électriques. Là, les remettre quelques temps. Exactement. De bouger toujours sur le marché. Là. Puis là, tu penses à tous les manufacturiers ou les concessionnaires qui ont des cours pleines de voitures électriques. Wow! Ça devient difficile à assumer, je pense, en tant qu'entreprise. Nous, on fait notre plan stratégique, on regarde nos affaires, on est tributaire des lois, ce qui s'en vient, ce que le gouvernement décide. Un dit 2050, l'autre dit 2035. Mais moi, j'ai pas le choix. Il faut que je me prépare à ça au cas où que, même si on y croit pas. Puis on trouve des plans différents de mitigation, comme je disais tantôt. Là, on grossit nos dépanneurs, on donne plus d'offres, on offre plus autre chose, on essaye de travailler d'une autre façon, on essaie de voir plein de choses. On fait le tour du monde là, pour voir ce qui se passe en Norvège. Puis c'est vrai, là, on prend l'avion, on va... ça, si jamais un jour tu as la chance, là, ça s'appelle le NACS, N-A-C-S.
c'est soit à Vegas, c'est soit à Chicago ou c'est soit dans une autre ville des États-Unis que je ne me rappelle pas, là. C'est immense. C'est l'association des convenience stores, là, des dépanneurs pour l'Amérique du Nord. Là. C'est huge. Vraiment gigantesque. Là, tu as toutes les innovations que tu ne peux pas imaginer. Qu'est-ce que tu peux voir, mettons? Les nouveaux lavotos qui s'en viennent, les bornes de paiement. Quoi, les nouveaux lavotos? Non, mais je donne des exemples. Là, la nouvelle sorte de pizza qui va avoir des dépenses. C'est tout est là. Le nouveau mode de paiement qu'il va avoir. Comment tu peux faire ci? Comment je peux te tracker dans la rue pour t'envoyer un pop-up sur ton cellulaire pour dire « Hey, viens chez nous, je vais te donner une caramel si tu mets un plein d'essence. Tu sais, ça pense loin, là. Puis toutes les AI qui s'en viennent, l'intelligence artificielle, là, ça on le voit aussi déjà là, les dépanneurs que tu marches, que tu prends des choses, puis tu sors, tu n'as même pas payé, là, ça te paye automatiquement quasiment. Là, encore là, si ça avait été la Mecque, Amazon en aurait fait des centaines à travers le monde. Il y en a quelques-uns, c'est tout. Ouais, c'est ça. Il y a plus de caisses libre-service. C'est plus facile. Mais encore là, une caisse libre-service, c'est pas à l'abri de tout. Là. Non. Puis c'est encore une fois une technologie à développer puis à voir arriver. Mais on devrait s'attendre. Puis je vais finir avec ça puisque je suis toujours... ça va. On a fini déjà? Ça passe tellement rapidement. Oui, je te dis, c'est incroyable. Mais je veux finir avec ça. Puis tu sais, j'aimerais ça que tu nous projettes un peu dans de la fantaisie. Quoi qu'on peut s'attendre prochainement, justement, dans l'évolution des dépanneurs. Là. Qu'est-ce qu'on peut, en tant que futur consommateur du dépanneur du futur, s'attendre? Ben, moi, je pense que nos stations-service vont être multi-énergie et pas juste une énergie ou une énergie. Ça ne sera pas juste l'essence, juste l'électricité. Ça va être une multiplication des énergies. Un parc d'énergie. Je pense puis on le voit déjà dans nos constructions, on va être beaucoup plus consciencieux à comment on construit nos buildings, on va utiliser l'énergie solaire, récupération des eaux. Tu sais, ça, là, c'est toutes des petites affaires qui ne font pas une grande différence peut-être pour le consommateur, mais qui font une grande différence pour la société en général. Adapter notre offre de manger, parce qu'en général, c'est une sandwich aux œufs, c'est du poulet frit et des frites. Mais les gens sont beaucoup plus sensibles à leur alimentation qu'ils l'étaient il y a plusieurs années. Fait qu'il faut s'adapter à ça. Toutes les... ici, on est chanceux, on vend de l'alcool dans nos magasins, on vend de la bière, on vend du vin, mais dans l'ensemble des provinces du reste du Canada, ils vendent presque rien. Fait que ça s'en vient aussi. Ça s'en vient dans le sens qu'on va en avoir, tu penses, ailleurs? Il va en avoir ailleurs aussi. C'est déjà, il y a des tests qui commencent à être faits en Ontario, en Nouveau-Brunswick, il y a des choses comme ça qui s'en viennent. Le déclin de la cigarette, c'est beaucoup les ventes de cigarettes dans un dépanneur. La loterie, les gens jettent de plus en plus leur loterie avec leur cellulaire. Mais tu sais, c'est pas juste l'essence, c'est la cigarette, c'est le vapotage. Fait que tu sais, on est dans une grosse marmite, là, puis on bouille là-dedans, puis on dit il faut sortir. Il faut s'enlever ça, là. On veut les retirer, ces Exactement. On ne peut plus être dépendant de ça pour et voilà. Il n'y a pas 52 façons, là, ça va être vraiment faut que ça devienne un milieu de vie, le dépanneur. Comme là, je vais faire une liaison poche, là, mais comme dans l'ancien temps, sur le perron de l'église. Les gens se rencontraient là, ils jasaient. Tu sais, c'est pas tout le monde. Puis la population est vieillissante. Fait que la dame ou le monsieur là, qui est en marchette, il va pas aller à l'épicerie de 80 000 pieds carrés pour aller acheter son petit morceau de steak haché avec ci pis ça. Ben, il faut qu'il va se trouver une autre place pour le faire. Mais c'est à nous de jouer ce rôle-là, qui est un rôle de proximité, proche du monde, d'apprendre à connaître nos gens. Les gens sont de plus en plus seuls. Ils cherchent à rencontrer des gens qu'ils connaissent. Fait que, des petites soirées pop quiz là, exactement. Ou Arnaud du côté, ça serait le fun. Bonjour, Mme Tremblay. Bonjour! Merci, Steve, d'avoir pris le temps aujourd'hui. Ça fait une heure. Ça fait une heure. Écoute, ça passe tellement vite en bonne compagnie, comme on dit. Hein? Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je répète ton titre parce que, encore une fois, c'est un titre qui est intéressant. Tu es vice-président principal exploitation et vente chez Arnois Énergie. Steve Lamontagne, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous. Ce fut vraiment agréable. J'espère que vous avez appris plein de choses aux gens qui avaient écouté le podcast au complet. Moi, j'ai appris plein de choses, en tout cas, puis ça, j'apprécie toujours ça. Je veux aussi vous dire à tout le monde, c'est la dernière de la saison 2. Donc, on finissait ça avec toi, Steve, officiellement. C'est la dernière de la saison 2 du podcast RPM, mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On est de retour pour une 3e saison. C'est confirmé. On se revoit bientôt. Il va y avoir un petit délai de pause parce que l'équipe d'RPM, on est une petite équipe, belle équipe familiale, on s'aime, on travaille fort, mais on n'est pas beaucoup. Donc, il faut qu'on travaille cet été sur plein de tournages, sur plein de choses qui s'en viennent bientôt au niveau de la marque RPM. Et là, ben, on est en train justement de se préparer à faire tout ça. Donc, le podcast prend une petite pause, mais on revient, je suis confirmé, là, fait que soyez pas trop tristes.
On revient sans faute pour une saison 3 très, très prochainement. Donc, surveillez nos différents réseaux sociaux pour découvrir le tout. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et je vous remercie de me permettre de faire le podcast. Grâce à vous, là, mais je peux encore confirmer une 3e saison. Ça me remplit de bonheur. Je suis tellement content de faire ça avec vous. Donc, merci. Je vous aime de tout mon cœur. Je remercie aussi Automobile en direct de nous permettre encore une fois d'avoir fait cette 2e saison. Et moi, je vous réserve plein de belles surprises très, très, très prochainement. Donc, soyez bien branchés. Pour écouter le podcast, vous savez, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, sur iHeartRadio, on est sur le rpmweb.ca. On est un peu partout. Puis pour ceux qui aimeraient ça nous voir les binettes, on est sur YouTube également. Donc, gênez-vous pas pour aller syntoniser le tout. On se dit à bientôt. Bye bye. Le podcast RPM vous est présenté par Automobile en direct. Automobile en direct, ton auto, on le direct.